Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde dans le milieu professionnel, l'analyse de pratique. On connaît tous ce fameux décalage entre la belle théorie apprise à l'école et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors, comment on fait le pont entre les deux? C'est un peu le défi qu'on va essayer de décortiquer. L'analyse de pratique, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On imagine tout de suite des réunions interminables, un truc super formel. Et la vraie question, celle que beaucoup se posent, c'est, avec nos agendas de ministres, est-ce qu'on a encore le temps pour ça? Est-ce que ce n'est pas devenu un luxe, au fond, de s'arrêter pour réfléchir? Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le commencement. C'est quoi le modèle idéal, la version grand luxe de l'analyse de pratique? En fait, l'idée de base est assez simple. C'est un groupe de collègues qui se posent ensemble pour mettre une situation de travail sur la table et la décortiquer. Le but, c'est vraiment pas de juger, hein. Au contraire, c'est de comprendre tous ensemble ce qui s'est joué pour pouvoir progresser. C'est un espace sécurisé en quelque sorte. Oui, mais voilà, c'est là que ça se corse un peu. Pour que ça fonctionne, ce modèle idéal, il est, disons, assez exigeant. Un petit groupe qui ne change pas, qui se voit souvent sur 1 ou 2 années. On pourrait se dire pourquoi tant de contraintes? Eh bien, tout simplement parce que pour oser parler de ses doutes, de ses erreurs, il faut une confiance en béton. Et ça ne se construit pas en un jour. Et tout ce cadre très strict, ça vise un objectif bien précis. Créer ce qu'on appelle une intelligence collective. Ce n'est pas juste une simple discussion, hein. C'est comme si le groupe devenait un seul et même cerveau, bien plus puissant. Il va permettre de voir des choses, des angles morts, que personne tout seul dans son coin n'aurait pu remarquer. Bon, ça, c'est le rêve, la théorie parfaite. Maintenant, retour à la réalité du terrain. Et c'est là que, bien souvent, les choses se compliquent. Et là, c'est le choc. D'un côté, on a ce bel idéal qui demande du temps, de la stabilité, et de l'autre, eh bien, on a la vraie vie professionnelle. Les plannings à rallonge, les équipes qui tournent tout le temps, les urgences qui tombent sans prévenir. Autant dire que la bonne volonté du début, elle se prend souvent un mur et un sacré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Surtout pas. Heureusement, il existe des solutions beaucoup plus souples et réalistes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et si au fond, la bonne question n'était pas comment atteindre l'idéal, mais plutôt est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est un grand oui. Il y a des approches bien plus pragmatiques. Première piste, l'analyse en solo. Eh oui, ça peut commencer par soi-même. Se poser 5 minutes pour une petite auto-analyse, ou alors en parler avec un collègue en qui on a vraiment confiance. Ça peut déjà débloquer énormément de choses. Le seul bémol, c'est qu'il faut un minimum de méthode. Ça ne s'improvise pas totalement, il faut être un peu outillé pour que ce soit vraiment efficace. Deuxième option, c'est la version commando de l'analyse en groupe. Fini l'engagement sur 2 ans. Là, l'idée, c'est de se réunir 1 ou 2 fois, pas plus, pour traiter un problème bien précis. Une situation qui coince, un cas qui pose question à l'équipe, c'est hyper ciblé, presque chirurgical. On intervient, on réfléchit, et le groupe peut se dissoudre jusqu'à la prochaine alerte. Et attention, ce n'est pas juste une solution de secours ou un pis-aller. L'expérience du terrain le montre. Ces sessions coup de poing, ça marche vraiment bien. Ça donne de très bons résultats. Et ça, c'est super important, parce que ça déculpabilise. On n'est plus obligé de viser la lune pour avoir des résultats concrets. Donc si on met tout ça en perspective, on a en fait tout un éventail de possibilités. D'un côté, le grand modèle, le marathon, pour construire une intelligence collective sur le long terme, et de l'autre, des formats beaucoup plus courts, des sprints, qu'on peut faire seul ou en petit comité pour débloquer une situation. Finalement, l'important, c'est d'avoir la bonne boîte à outils et de choisir la bonne clé pour la bonne serrure. Et si on allait encore plus loin? Si on arrêtait de voir l'analyse de pratique comme une réunion à caler dans l'agenda, pour la voir plutôt comme une compétence, un peu comme un muscle qu'on voit entraîner régulièrement. Parce qu'au final, c'est ça le message le plus important. Le vrai risque, ce n'est pas de ne pas avoir le groupe parfait, c'est de ne rien faire du tout, de se priver de ces moments de pause. Chaque petite analyse, même si elle dure 10 minutes, même si on la fait seule, c'est une occasion en or de progresser. Alors, comment on fait pour que ça devienne un réflexe? C'est un chemin en 3 étapes, en fait. D'abord, on se forme, on apprend les bases. Ensuite, on pratique, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Le but ultime, c'est que ce ne soit plus vu comme une corvée, mais que ça devienne un véritable besoin. Un besoin de comprendre pour mieux faire son travail. Et on va finir là-dessus avec une question qui, je pense, résume bien toute notre discussion. Au fond, la meilleure analyse, n'est-ce pas tout simplement celle qu'on fait vraiment? Plutôt que de courir après un idéal inaccessible, ne vaut-il pas mieux choisir un modèle plus modeste, mais qui colle à notre réalité et s'y tenir? La réflexion est lancée.